suis très contente de te retrouver aujourd'hui, car pour rester dans la dynamique de ce que j'ai envie de prôner pendant cet événement d'été, de construire un business qui est serein, qui est rentable, sans forcément en faire toujours plus, il y a un sujet clé, je trouve, qu'on prend pas forcément en considération dès qu'on démarre. En tout cas, bon, moi c'est mon cas, mais je pense que je suis pas la seule quand je discute avec beaucoup d'autres indés, et qui pourtant paraît indispensable, car ça peut vite devenir un boulet. Donc c'est ton expertise du jour, autour du pilotage financier, du mindset autour de l'argent. Pourquoi un entrepreneur qui ne comprend pas ou qui diabolise ses chiffres, il peut se disperser en fait commercialement et faire des mauvais choix aussi marketing pour son business. Donc pendant cet épisode, l'idée c'est de creuser le rapport à l'argent, les blocages les plus fréquents, et puis un petit peu peut-être commencer à se réconcilier aussi avec ces chiffres, ne pas les laisser dans un fichier Excel au fond d'un dossier qu'on regarde plus jamais, comme moi je fais. Et du coup, quels chiffres surveiller, lesquels ignorer, comment savoir si un business est sain, toutes ces petites choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu souhaites. Merci beaucoup déjà Danaï de m'avoir invitée sur cet événement. Donc moi je m'appelle Lise, je suis coach business et copilot financière et depuis 7 ans j'accompagne les indépendants pour justement se familiariser avec les chiffres parce que bien souvent c'est une thématique qu'on n'apprend pas. On nous enferme dans des cases où on est soit littéraire avec les mots, soit avec matheux avec les chiffres alors que bien souvent il suffit juste d'apprendre. Moi je travaille autour de 3 piliers. Le plan de trésorerie parce que c'est concret et factuel et que c'est quelque chose qui est facilement accessible. Le money mindset parce que bien souvent l'argent on y a projeté plein de choses et donc ça on peut avoir des freins inconscients. Et j'utilise le human design aussi pour allier et pour aligner qui on est, son fonctionnement interne et inné avec son organisation. Oui, j'en ai un peu entendu parler d'ailleurs du human design, je trouve ça hyper intéressant, donc peut-être qu'on pourra un peu creuser ça. Si on a le temps, volontiers. C'est des sujets qui me passionnent, donc je peux en parler très longtemps. Mais c'est vrai que relier ça avec l'argent et le business model et la manière de piloter, je pense que ça fait partie pour le coup des hacks utiles, tu vois, et déculpabilisants et le genre de hack qu'on a envie d'avoir. Ce qui me tient à cœur aussi, c'est justement de travailler et d'emmener mes clientes vers une zone de confort, sans jugement et en mode joyeux et détendu, parce que on a suffisamment de pression, tout un tas de côtés dans la vie, Oui. et que justement on peut y aller tranquillement. Oui, puis ça donne une vraie ouverture, je trouve, positive sur ce truc de ah, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Il y en a beaucoup qui se mettent en échec à tester des choses qui marchent pour les autres. En fait, finalement, ça met une vraie ouverture et ça soulage d'un poids. Donc je trouve que c'est une très belle approche. Donc voilà. Mais du coup, pour la première partie, on va vite fait parler des green flags ou red flags. Je ne dis pas si ça me concerne forcément. Voilà, c'est anonyme. mais j'ai noté quelques petites phrases et voir un peu si tu trouves que voilà, faut se méfier ou non. C'est une très bonne manière de faire. La première. Je suis une dizaine d'indicateurs différents pour être sûr de ne rien louper. Alors, je dirais orange. Parce Ok. qu'en fait, en vrai, suivre des indicateurs, c'est bien, c'est nécessaire. Après, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans tes indicateurs. Si c'est Oui. juste Oui. des indicateurs qui ne te permettent pas de prendre des actions, ça sert à rien et c'est red flag. Si c'est des indicateurs qui sont précis et qui te permettent d'ajuster quelque chose et de prendre une décision, de passer à l'action, ça c'est green flag. Ok, oui, parce que j'allais dire, après, il y a aussi le nombre. Est-ce que 10, c'est pas trop? Ça dépend de chaque business. Ben, ça dépend de chaque Comme d'hab. business et ça dépend du moment. Pour moi, un indicateur, il n'est pas forcément à suivre tout au long de l'année pendant 10 ans. Oui, il faut être flexible, agile. Ouais. Ok. La seconde. Je raisonne en revenus mensuels. Alors, qu'est-ce que tu appelles revenu mensuel? Recette, chiffre d'affaires ou ta rémunération? En revenus mensuels, j'aurais dit le chiffre d'affaires, mais mensuel du coup. Alors, Vraiment, ce truc de pas voir, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ah mais faut regarder son CA à l'année. Il y en a qui pensent mensuel. pour moi, c'est plutôt un red flag parce Ok. que c'est très restrictif. Ok. En fait, il faut le regarder mensuellement parce que c'est ce qui te donne, encore une fois, c'est ce qui te permet de passer à l'action sur ton mois. Mais pour moi, le chiffre d'affaires, il est plutôt à traduire en nombre de missions, par exemple, ou en nombre de clients, qui sont des Mhm. données concrètes sur lesquelles tu vas pouvoir agir. Parce que si tu sais qu'il te faut, je te donne des exemples, mais 5 clients dans le mois,
Pour avoir ces 5 clients-là, il va falloir que tu rencontres 10 prospects, par exemple. Et du coup, rencontrer 10 prospects, ça devient un plan d'action clair. Alors que Oui, faire, c'est tangible. voilà, alors que faire X milliers d'euros le mois prochain, bah, ça te donne rien, quoi. Hmm. Ok, ça c'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai prévu un petit sujet là-dessus justement, donc tu viens de faire une petite intro, Vas-y. je trouve ça super. Ensuite, quand un mois est creux, je vérifie si c'est un problème structurel ou un creux normal dans mon cycle business. Alors là aussi, c'est- disons que si tu le subis et que tu découvres à la fin du mois qu'il était creux, ben c'est problématique. Et effectivement, ça vaut le coup d'aller creuser pour comprendre. L'idéal, c'est quand même d'avoir une visibilité sur les mois à venir et notamment là, on rentre dans l'été. Pour certaines activités, on sait que juillet, ça ralentit et août, c'est vraiment la Méditerranée toute plate. Si tu le sais à l'avance, t'as même pas à te poser cette question-là, en fait. Tu sais que c'est structurel D'accord. et du coup, c'est pas une inquiétude, c'est normal et tu sais que tu as pu aller chercher un petit peu plus de CA sur mai-juin ou que tu iras compenser sur septembre-octobre. Et en fait, c'est Hmm. même pas un sujet. Et c'est l'intérêt aussi, quand tu as une Hmm. visibilité sur plusieurs mois, tu sais effectivement, dès le mois de juin, si tu as, entre guillemets, accumulé assez de chiffre d'affaires et de trésorerie pour passer justement tes mois creux tranquillement et vraiment Oui. profiter de tes vacances, ou au contraire, s'il faut que tu ailles chercher quelque chose ou autre. Après, ça peut arriver, et notamment avec la conjoncture Hmm. actuelle économique, d'avoir un mois creux qui n'était pas prévu. Ouais. Et là, ça vaut le coup d'aller chercher un petit peu. Mais toujours pareil, si tu as une visibilité sur plusieurs mois, tu sais si ce mois creux, il commence à devenir un petit peu dangereux pour ta Hmm. situation ou si tu as suffisamment pour pouvoir réagir et te donner deux, Ouais. trois mois pour aller compenser. Et est-ce que justement ça me fait venir une question pour des personnes, tu vois, qui démarrent, qui vraiment pour l'instant elles ont pas du tout de recul finalement sur leur calendrier parce que bah il y a pas d'activité qui a démarré depuis longtemps. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se prévoir, s'anticiper ou tu vois, t'as un peu une année blanche à ce niveau-là et faut essayer. Ça peut aussi se prévoir. En fait, il faut voir la prévision comme quelque chose, comme un GPS, donc qui va évoluer en fonction de ta route. Ton GPS, s'il dit d'aller tout droit, mais que tu prends à droite, il va tout de suite se réactualiser tout seul. Ta Hmm. prévision, c'est pareil. Il faut surtout pas le voir Ouais. comme un tableau Excel figé, gravé dans le marbre où tu peux plus rien faire, mais c'est bien de le prévoir pour justement se dire, ben, je démarre du niveau zéro, et c'est normal. Le mois prochain, je prévois, je te donne des exemples, mais d'aller chercher un client. Le mois d'après, je vais aller en chercher deux. Se donner vraiment une Oui. progression, parce que souvent, euh, Ouais. c'est le risque quand on démarre. On raisonne en chiffre d'affaires annuel, qu'on divise par 12 mois, sauf que un étage, tu le montes jamais, tu passes pas du rez-de-chaussée Hmm. au premier en un pas. Obligé de passer par ces marches d'escalier. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le découper en mois par mois ou en quinzaine ou selon l'activité pour se donner une progression et de pouvoir l'ajuster en se disant, bah, j'avais prévu un nouveau client chaque mois. Finalement, j'ai un rythme de prospection, de réseau, de ci, de ça qui fait que j'en ai trois. Ben, j'actualise mes Hmm. prévisions et ça me permet aussi d'actualiser ben, quel investissement je vais pouvoir me permettre à quel moment et que ce soit un investissement, j'imagine qu'on y reviendra plus tard, mais pour moi, les investissements d'un business, c'est sa rémunération, c'est les outils dont on a besoin, c'est le budget pub qu'on va prendre ou pas, enfin, etc. Oui. D'accord, ok. Ouais, non, c'est super intéressant et du coup, ça me fait venir une seconde question. Euh, Justement, tu sais, quand on démarre, il y a plein de choses qu'on priorise, on se dit, bah ça, je le ferai plus tard. Et c'est vrai que tu vois, je pense que dans la logique, en tout cas, moi, c'est celle que j'avais, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais de se dire, bah, en fait, je piloterai quand je gagnerai de l'argent. Tu vois, ça vaudra le coup de mettre de l'ordre dans mes finances quand j'aurai stabilisé et que j'aurai un peu un recul et que là, il y aura besoin de mettre le nez dans mes chiffres. Est-ce que c'est un truc qu'on c'est mieux de faire au début? Oui, oui, Ouais. ça c'est un grand oui. Se dire je piloterai plus tard, quand je serai en sécurité, quand je gagnerai plus d'argent, alors là c'est un énorme stop parce que c'est en pilotant dès aujourd'hui et dès le départ
qu'on apprend du coup les mécanismes, parce que c'est plus facile de gérer, enfin de comprendre quelques lignes et des montants qui sont plus accessibles que quand ça grossit déjà. Et puis c'est aussi quand on pilote dès le départ qu'on a ce mécanisme entre ce qui rentre, ce qui sort, ce que j'ai envie d'investir et de se poser les questions Oui. de justement quand est-ce que je pourrais investir, combien je pourrais investir. Parce que c'est pareil, un entrepreneur qui démarre en se disant ma rémunération, je l'oublie puisque j'ai une indemnité, j'ai des économies, voilà, pour l'instant, je veux démarrer, j'ai pas besoin de me rémunérer, ce qui arrive très très souvent. Et malheureusement, c'est au bout de X mois où il faut commencer à se rémunérer que l'entrepreneur se dit ah ben maintenant je vais me rémunérer. C'est pareil, la rémunération, on sort pas de 0 à 2 000 € en un mois, c'est impossible. Et c'est ce Oui, qui c'est très crée souvent, progressif. oui, et c'est ce qui crée souvent des très grosses difficultés et des stops de business parce que les gens se disent bah, finalement ça a marché, mais je peux pas me rémunérer donc j'arrête. Sauf Hmm. que justement, en le construisant petit à petit, c'est comme ça qu'on consolide les choses, qu'on consolide sa trésor, sa gestion, et qu'on peut se projeter sur une rémunération qui sera durable. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, en tout cas, je pense que même quand tu démarres, bon, on est beaucoup à se lancer en tant que solo, indé, tout ça, bah, parce qu'on aime notre métier, on veut le faire, voilà, en étant autonome. Et il y a toujours cette question du rapport à l'argent qui reste toujours sous le tapis et qui du coup effectivement si tu le fais pas dès le début, tu peux avoir des blocages, en tout cas moi je m'en rends compte, des blocages mindset. J'avais vu ton dernier post que j'ai trouvé justement super intéressant sur cette capacité à accueillir, à accepter de recevoir. En fait on peut bloquer plein de choses et ça me fait venir une des questions que j'avais préparées. Déjà c'est quoi les blocages toi que tu observes chez les entrepreneurs qui viennent travailler avec toi, les freins les plus fréquents qu'ils ont vis-à-vis de l'argent? Alors, quand on creuse un peu, parce que souvent c'est assez inconscient, Hmm. mais souvent ça va être, ben, alors encore plus chez les femmes, hein, il y a un effet grossissant chez les femmes, mais ça existe chez certains hommes aussi. C'est, je vais paraître prétentieuse si je gagne beaucoup Ouais. d'argent. Donc le regard de Ouais. ma famille, de mes amis, etc. va changer et j'ai pas envie d'avoir cette image-là. Mm. Il y a aussi beaucoup l'argent, c'est des disputes, c'est des conflits, Ouais. et notamment quand on a connu dans notre passé familial des problèmes d'héritage, par exemple. Ah Et oui. oui, Oui. C'est fatal, ça. ça c'est fatal, voilà, comme tu dis. Ouais. Et du coup, bah, inconsciemment, comme on assimile l'argent au conflit, bah, on n'a pas envie d'en avoir parce qu'on n'a pas envie de s'attirer des conflits. Donc du coup, inconsciemment, on le rejette. Et ça s'exprime sous plein de mécanismes. Ça, c'est vraiment les plus gros. Et puis, en France, il y a aussi j'ai pas envie de demander. Oui, beaucoup. Donc, ben, j'annonce mon prix et comme je suis pas très à l'aise, tout de suite, je propose une remise, un truc en plus, un cadeau, pour essayer de minimiser le tarif. Sauf que bah, c'est dommage parce que en général, quand on entreprend, c'est que on a une vraie valeur ajoutée, on a un vrai truc à offrir à ses clients. Euh, et du coup, voilà, ou de la même façon, on travaille, on oublie de facturer, ça arrive régulièrement. Ouais. Et le dernier point qui est aussi extrêmement courant, c'est qu'on ne relance pas les factures qui ne sont pas payées. En disant, oui, mais j'ai pas envie de nuire à ma relation commerciale avec mon client. Oui. Ouais. C'est, je t'en prie, le côté professionnel. Il va de contacter son prospect, présenter son offre, fournir son travail, facturer et encaisser. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas encaissé l'argent, il faut être conscient qu'on a travaillé bénévolement. Ça, ouais. Et bien souvent, relancer, alors il y a différentes façons de relancer un client, mais de relancer gentiment, déjà, ça se passe très bien, en fait. Souvent, oui. Souvent, on en fait une montagne et c'est vrai que les gens, en fait, on oublie que des fois, ils ont juste dans leur vie aussi leurs propres trucs qui peuvent s'accumuler. C'est pas forcément de la mauvaise Non. volonté et on va pas forcément passer pour un relou.
Et ça, sur beaucoup d'aspects d'ailleurs, où on doit être proactif commercialement, en fait, finalement, ce rapport à l'argent, je trouve que ça montre bien que au-delà de possibles éparpillements marketing, etc., finalement, ça vient aussi soulever un vrai problème de, commercialement parlant, en fait, je reste complètement en retrait. Alors après, est-ce que c'est que lié à l'argent? Est-ce que c'est lié au rejet? Est-ce que c'est... Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose autour de ça qui fait qu'en fait, on peut pas développer un business si on n'a pas un rapport sain, une vision saine de ce qu'est l'argent, quoi, Oui. finalement. Et pour moi, ça va être la Ouais. grosse différence entre un freelance qui a plutôt Mm. une posture de sous-traitant et Ouais. un entrepreneur qui a une vision plus globale et qui pilote son activité. Le freelance, Mm. il va plutôt accepter toutes les missions au tarif qu'on lui impose. Il va Oui. bosser plus que de raison. Et ce qui crée derrière des situations où effectivement, on n'arrive pas à gagner suffisamment. Les vacances, bah, on n'en parle pas parce qu'on est freelance. On bosse quand Quand il y a du quand il y travail. a du travail. Et ce qui crée Mm. derrière des situations de, Ouais. de fatigue, d'épuisement et de lassitude. Oui, oui, finalement, tu perds totalement le fil, t'as pas un vrai cap. Je sais pas si t'as des exemples, justement, d'anecdotes de personnes, de choses comme ça, qui avaient certains problèmes, justement, qui ont rencontré des problèmes, des blocages. Bah, l'une des questions que j'adore poser à mes clientes quand on démarre, parce que Ouais. très souvent, moi, je m'appuie pour travailler toutes ces notions-là, je m'appuie sur la trésorerie qui est quelque chose de factuel, où Mm. c'est tangible, on le voit, et on peut facilement faire les liens entre nos décisions et les impacts financiers. Et quand on construit sa prévision de trésorerie au départ, j'adore poser la question de quand est-ce que tu prends des vacances? Quand est-ce qu'on les cale? Et là, très souvent, j'ai un gros blanc en disant, bah, aucune idée, on verra plus tard. Et je pousse et j'insiste. Et ça, c'est un vrai game changer aussi. De se dire, OK, Ouais. maintenant, en fait, j'assume. Après, les vacances, que ce soit de se dire, je prends un mois, je prends une semaine par vacances scolaires ou je prends 3 jours dans l'année, le résultat, c'est juste, ce qui compte vraiment, c'est juste de se dire, je me projette pour prendre des vacances. Je décide Oui. de prendre mon organisation et ma gestion du temps en main, Oui. ce qui a des impacts hyper importants derrière sur effectivement sa façon de piloter et d'organiser Mm. ses missions, d'aller choisir ses clients, etc. Oui, on n'est plus la tête dans le guidon, en fait. On se pose des questions et on prend des dispositions aussi pour pas être cette personne qui est tout le temps un peu à charger sa mule. Et puis qui se dit, je prendrai des vacances quand je sais pas, j'aurai assez si. Et en fait, t'as aucune vision qui te permet d'aller chercher ce qu'il te faut pour prendre ses vacances. Exactement. Donc, On en au revient, final, on en revient à la capacité à se projeter financièrement et du coup à écrire noir sur blanc euh, hmm, la trésorerie, ce qui va se passer, pour se dire effectivement, là, j'ai prévu des vacances. Pour prendre mes vacances, il faut que j'ai fait ça et ça en amont. Et du coup, de se dire, OK, hmm, je peux partir en vacances tranquille, de façon détachée. Et encore une fois, les vacances, moi, la première, j'adore prendre des vacances et j'adore pouvoir me dire, ben, je prends une semaine, mais je travaille 1 heure de temps en temps quand j'en ai envie. Euh, oui, je- Moi, j'aime bien, c'est compliqué pour moi, par exemple, de couper entièrement pendant 3 semaines. Euh, mais je sais que pendant ces 3 semaines-là, je vais pas prendre de rendez-vous clients, je vais travailler en off, je vais faire plutôt mon travail de fond. hmm, Mais je hmm. sais que voilà, pendant cette période-là, je suis en vacances. Oui, je vois, mais en fait, tenir ce calendrier finalement, avec justement ces choses un peu non négociables, de vacances ou de temps libre, enfin toutes ces choses que tu dois inclure aussi dans ces choses qui ne sont pas que financières, parce que finalement la finance, bah, c'est ce qui te permet d'avoir des loisirs ou d'avoir des temps de pause. Tu fais en fait un calendrier marketing et tout devient un petit peu plus palpable, un petit peu plus concret. Chaque chose a un but, chaque chose sert quelque chose qui compte pour toi. Et finalement, on en vient à un rapport vachement plus sain et plus pragmatique qui n'est pas juste bon bah ok, l'argent qui rentre, qui sort et tu contrôles que tes flux. Parce qu'il y a aussi ce truc-là où aussi on se dit ah, enfin je vais suivre mes finances, puis tu tiens tes calendriers compta, tes petits livres de compte, machin.
mais ça va pas plus loin, quoi. Tu suis tes rentrées, tes sorties, l'URSSAF, et C'est puis ça. Et dans c'est ces pas cas-là, suffisant. tu es juste dans le checker ce qui s'est passé. D'accord. Parce que tu Ouais. vois, souvent, comme tu dis, quand tu suis tes entrées, tes sorties, en fait, c'est après Ouais. coup, où tu les notes dans un Oui. tableau, dans un carnet, peu importe. Ça, Hmm. c'est pareil. Mais du coup, tu ne fais que subir. Ouais. Alors que Ouais. quand tu Ouais. prends, effectivement, regarde ce qui s'est passé pour être sûr de partir d'une situation réelle et tangible, Ouais. et que tu le projettes, et du coup, tu décides Hmm. de la direction que tu as envie de prendre sur les mois à venir et de ce que tu as envie de faire. Ouais. Parce que se dire, je me sentirai en sécurité, je prendrai des vacances, je vais me rémunérer une fois que j'aurai 10 000 euros de CA, parce que souvent c'est le palier magique. Bon, on va en parler après du palier magique. Euh, voilà, en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que t'as pas ce palier-là, bah, tu respires pas, tu vis pas, et non, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on est toujours la tête dans le guidon. Et d'ailleurs, ça va te parler, mais je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont connu un peu ce succès, etc. Et qui sont tombés finalement à rester dans la roue du hamster parce que ils avaient aucune sécurité financière. Et donc même s'ils avaient sécurisé 10 000 € par mois, fallait toujours plus, toujours plus. On sait plus quand s'arrêter, Oui, oui, en mais fait, parce qu'on... on va creuser effectivement ce sujet-là parce que enfin, Oui, la sécurité ouais, financière, c'est hyper important et c'est vrai que je l'entends de plus en plus. C'est pas qu'un chiffre, c'est aussi un ressenti, un rapport à l'argent qui est très personnel. Alors évidemment, on va pas pouvoir sortir une recette pour chaque personne, mais il doit y avoir un peu des basiques autour de ça. Moi, avant de parler de ça, parce que je trouve que c'est super intéressant, au début, tu as parlé justement de se dire, ah, j'ai besoin de X clients, machin. Il y a quelque chose qui s'appelle le reverse engineering. Alors, c'est un mot un petit peu barbare, mais c'est justement partir du nombre de clients dont tu as besoin pour en fait organiser un petit peu toute ta structure business, ton pilotage, combien tu vas rentrer de clients par mois du coup pour atteindre ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme action. Et en fait, ça crée quelque chose de très personnel qui n'est pas juste aller contacter 30 clients et tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Et t'en avais parlé, alors après, est-ce que c'est quelque chose que tu aides à mettre en place, même si tu l'appelles pas comme ça? tout à fait. C'est pour moi la base et c'est ce qui fait vraiment le lien très fort Ouais. entre tes actions quotidiennes et ton côté financier, Hmm. parce que c'est ce qui va te Ouais. permettre de regarder financièrement combien tu peux faire rentrer et comment le faire Ouais. évoluer. C'est ce qui va te permettre de trouver la motivation pour passer à l'action parce que ça donne un côté tangible Oui. à tes actions. Et effectivement, comme tu disais, si tu dois contacter 30 personnes, tu sais pourquoi tu dois les contacter, tu sais à quel moment tu es dans t'as atteint tes objectifs ou pas. C'est comme courir un sprint sans ligne d'arrivée. Si tu sais pas combien de clients tu dois signer dans le mois, tu es toujours à la course à aller en chercher plus, plus, plus. Sauf qu'à un moment donné, ça prend du temps. Les clients, une fois que tu les as signés, il faut les accompagner et proprement. Donc, ça prend aussi du temps. Et c'est pareil d'aller savoir combien de clients tu peux gérer par mois, euh, sans oublier que dans ton mois, dans tes heures de travail du mois, il y a aussi toute une partie qui ne peuvent pas être dédiées à tes clients. Mais oui. Parce qu'il y Oui. a du travail justement interne, de communication, de, d'animer tes réseaux, de prospecter, de rencontrer du Ouais. monde, et aussi du temps de réfléchir à ta stratégie, à ce que tu as envie de faire. Ouais. Bah oui, du coup, ça me parle parce qu'en fait, quand j'ai démarré, j'avais suivi un accompagnement et tout, où effectivement, on m'avait mis un peu des stats de prospecter tant de personnes par mois. Et en fait, à côté du travail de délivrer pour mes clients, c'était ingérable. Du travail pour délivrer à mes clients, du travail à faire pour mon entreprise. En fait, c'était devenu ingérable et je ne savais pas pourquoi je le faisais. Du coup, j'ai complètement arrêté de le faire. Et je me suis aussi rendu compte, tu l'as dit, je me dis, ah, j'ai besoin de tant de clients par mois pour être bien, c'est mon idéal et tout. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que tu peux accompagner tant de clients par mois? Est-ce que ton offre, est-ce que ton système de delivery pour ton offre, elle te le permet? Voilà, est-ce que tout est assez optimisé aussi pour aller chercher ces chiffres? Et la réponse était non. En fait, il y a aussi toutes ces petites frictions qu'il faut prendre en compte quand tu décides d'anticiper ton pilotage. C'est effectivement
est-ce que tu peux délivrer? Est-ce qu'à à côté du travail que tu dois faire pour ton business, tu peux? Donc ça demande quand même de prendre, j'ai l'impression, beaucoup de recul Oui, au-delà des chiffres seulement, oui, en fait. tout à fait. Ouais. Les chiffres, Mm. pour moi, ils sont là pour raconter une histoire. C'est pas un truc figé et froid. Et Mm. l'une de mes premières clientes est venue me voir parce qu'elle était en activité depuis 1 an et demi et qu'elle n'arrivait pas à se sortir un salaire Mm. comme le comptable avait prévu, en fait, dans le business plan de D'accord. départ. Sauf que Ok. en décortiquant, elle avait une activité liée aux enfants Ok. et le comptable a fait un business plan et a prévu un chiffre d'affaires comme si elle allait recevoir des enfants de 10 heures du matin à 18 heures. Sauf qu'en vrai, Ok. les enfants, ils sont à l'école. Donc, de D'accord, 10 ouais. heures à 17 heures, il n'y a pas d'enfants. Hmm. Ah bah oui. Bah oui. Donc, elle avait prévu des salariés, une ouverture, etc., comme si elle allait recevoir de 10 heures à 19 heures. Sauf qu'en fait, Hmm. sur le temps d'école, ben, il y avait personne. Bah Et oui. donc, forcément, c'est juste, ça pouvait pas tenir comme ça. Et donc, il fallait revoir certaines choses. C'est pour ça que super important d'aller regarder la réalité concrète du terrain, en fait. Et au Bah oui. niveau opérationnel, qu'est-ce qu'on va faire? À quel moment on travaille? Combien de temps ça nous prend de délivrer au client, de préparer, de débriefer, de vraiment de façon globale, parce qu'une journée n'a que 24 heures et qu'on ne peut pas travailler 24 heures dans sa journée. Euh, et il faut tenir compte de tout ça. Oui, c'est clair. Et puis surtout, au début, il y a une chose qu'on dit pas, mais quand tu démarres, tu commences pas avec un business optimisé. T'es sur le terrain, tu testes, t'ajustes, t'as une offre, elle est bon grossièrement, voilà, déjà bien, mais tout n'est pas optimisé. Et c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de personnes qui sont à courir après des choses, à vouloir toujours plus vite. Et en fait, ils perdent un peu le fil aussi de on démarre, c'est normal, tranquille. Et c'est un truc où je parle beaucoup, c'est justement, il y a beaucoup de conseils aujourd'hui. C'était un peu le propre aussi de pourquoi j'ai organisé ces petites sessions d'interview. Et en fait, tout est toujours hors contexte. Donc avec l'expérience de ta cliente, ça rappelle aussi ce truc de faut prendre le contexte de chaque personne. Tout le monde ne peut pas faire le même CA de la même manière, sur la même temporalité, avec la même énergie. C'est pas une faiblesse, c'est une histoire de contexte, Tout à finalement. fait. Et aujourd'hui, on le voit enfin, encore plus dans le milieu financier, c'est Ouais. qu'on cherche à tout optimiser. Ah Il oui. faut Ah oui, optimiser, ça il faut aller c'est... chercher plus de rentabilité, il faut aller chercher plus de ci, de ça, de machin. Sauf que pour optimiser, le temps de digestion, il est indispensable. Ouais, Euh, je suis et d'accord. donc ça, c'est pour ça que pour moi, c'est très important quand on regarde le seuil de rentabilité, d'aller regarder aussi dans sa semaine de travail. Et là encore, il faut tenir compte de une personne qui, quelle que soit la raison, encore une fois, on n'est pas là pour juger, mais il y a des gens Oui. qui ont besoin de travailler 6 jours sur 7 et c'est OK. Il y a des gens qui, au contraire, ne peuvent travailler que 3 jours sur 7 dans une semaine. Et c'est important de prendre en compte ce temps de travail, de le diviser entre le temps qui est facturable pour les clients, le temps qui est forcément en interne, parce qu'il est indispensable à construire un business solide et durable. Finalement, le reverse engineering, c'est bien appliqué à un Mm, contexte. mm. En fait, tu ne peux le conceptualiser que si tu prends bah, effectivement en question toutes tes contraintes, tes capacités et tout. Finalement, c'est ces deux choses qui sont à combiner déjà pour savoir un petit peu comment tu vas bosser et comment tu peux bosser. Oui, Et je suppose que ça joue vachement aussi, du coup, sur la partie comment je tarifie, forcément, comment je me vends. forcément. Hmm. Puisque en gros, Ouais. euh, c'est de prendre tout ce dont tu as besoin pour travailler, donc tous tes investissements. Euh, parce que pour moi, on parle souvent de chiffre d'affaires et de charge, mais une charge, c'est un truc qui est lourd, qui a un côté négatif et qui est perdu. Oui. Donc, moi, je préfère parler d'investissement, puisqu'un investissement, c'est quelque chose qui va te ramener pour ton business. Que ce soit un abonnement pour un outil X ou Y, il t'amène Hmm. quelque chose. Tu vois, et Oui. pareil, ta rémunération, c'est un investissement aussi pour moi. Euh, et donc, c'est de prendre le volume de tous ces investissements-là que tu divises par le nombre d'heures que tu peux facturer à ton client. Et c'est seulement en faisant ce calcul-là que tu sais que tu es rentable. Après,
tu vas aller ajuster le nombre d'heures que tu factures. Forcément, en démarrant, tu vas peut-être Oui, facturer comme tu auras que, je sais pas moi, un ou 2 clients, le premier mois. Ton chiffre d'affaires, il va être plus petit, mais ton coût de revient, ton tarif, il reste le même. C'est juste le d'accord. nombre qui va faire que ton chiffre d'affaires va augmenter. C'est comme ça que tu t'assures ta rentabilité. Et c'est quoi les premières métriques un petit peu sur lesquelles se concentrer? Tu vois, justement, vis-à-vis de ce qui rentre, ce qui sort, etc. Pour moi, c'est d'avoir un tableau de suivi de trésorerie. Ouais, Les ok. premières métriques, il y en a une indispensable à ne pas oublier, c'est l'URSSAF. Oui, De bien prévoir parce que quand on l'oublie, ça fait très mal parce qu'eux n'oublient pas et c'est quelque chose qu'on doit payer. Parce qu'on oui, oui, oublie oui. trop souvent que l'URSSAF, derrière, ça nous permet d'avoir une couverture sociale, une couverture retraite, euh, bonne ou pas. Encore une Hmm. fois, on n'est pas là pour juger. Il y a quand même des avantages. C'est quand même un investissement. C'est pas rien. Non, C'est pas rien qui part, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur l'URSSAF, mais en fait, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance autour des droits et tout, donc on va pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas de l'argent envolé, non, pas fichu en l'air. voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment l'inclure. Donc, Oui, d'accord. pour moi, voilà, c'est le premier métrique à suivre, c'est ta trésorerie avec D'accord. ton chiffre d'affaires, mais plutôt en nombre de prestats, en nombre de clients, voilà, selon l'activité, pour voir ton évolution, voir si ça suit ce Hmm. que tu avais prévu, pouvoir euh, actionner ton plan marketing et ton plan de communication. Oui, oui, oui. Mhm. Euh, et après, bah, c'est ta rémunération. Oui, Parce ouais. que les premiers D'accord. mois, même s'offrir une REM à 50 euros, ben, c'est déjà chouette. Et psychologiquement, Ah oui, ça envoie un super message au cerveau. Euh, ça commence à payer. ouais, Ça commence à être palpable, on ouais, commence à pouvoir tirer enfin plaisir un peu finalement de ce qu'on fait, c'est quoi. ça. C'est Oui, c'est pas un sacrifice où l'argent rentre et t'es tendu comme ça et genre tu veux absolument rien laisser sortir non plus. Il y a un équilibre à trouver. Et j'ai fait une newsletter là-dessus où je disais, c'est vraiment très flagrant en ce moment, où souvent on se dit, bah, moi par exemple, j'avais prévu de faire comment dire, de revoir mon identité visuelle avec une personne qu'on va appeler Isabelle. Et puis finalement, comme c'est un peu tendu, machin, je vais pas le faire. Et je dis à Isabelle, je le ferai peut-être dans 6 mois. Sauf que Isabelle, elle avait prévu de travailler avec Marie. Puis finalement, du coup, elle va lui dire, bah non, je le ferai dans 6 mois. Et Marie, elle avait prévu de travailler avec moi. Et du coup, pareil, elle va me dire, ah bah non, du coup, je le ferai dans 6 mois. Et en fait, c'est Hmm, en, 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 en figeant son argent, oui, bah, oui, en vrai, on le fige chez ses partenaires et in fine, dans la boucle, on le fige chez ses propres clients aussi. Alors, je dis pas qu'il faut oui. dépenser à tout va, mais encore une fois, à chaque fois, se reposer la question de est-ce que c'est une charge ou est-ce que c'est un investissement pour Ouais. savoir est-ce que, voilà, je le fais maintenant, est-ce que je le fais différemment, est-ce que je le repousse, mais pas forcément se Hmm, dire, enfin, ne pas réagir avec le ouais. sentiment de peur, en fait. Oui, c'est comme ce truc où tu parlais de réussir à accueillir. En fait, le fait aussi d'accepter de laisser passer le flux, juste de se dire que l'argent c'est vivant, alors sans parler de mindset un peu perché ou de choses comme ça, finalement c'est vrai que c'est un flux. Ça rentre, ça s'en va. En fait, il faut que ça circule. Et après, l'avantage de suivre et de piloter, d'avoir cette trésorerie qu'on voit bien, qu'on sait comment alimenter, on sait aussi ce qu'on peut se permettre d'investir raisonnablement. Et normalement, si on sait aussi quelles actions on doit mettre en place, l'argent va revenir. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui, tu sais, je sais pas si tu vois ça, mais un petit peu comme si le marché était saturé, les gens dépensent plus d'argent, l'économie est à l'arrêt et tout. Alors, bien sûr qu'elle est ralentie. On est dans un contexte qui est un petit peu anxiogène sur beaucoup de sujets. Mais j'ai l'impression quand même que pas tant que ça. Hein. Moi, je vois des gens dépenser, je vois des gens investir. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus quelque chose qui nous bloque mentalement qu'une vérité sur son marché ou sur son écosystème. Il y a effectivement cette ambiance un peu générale, mais Oui, on va pas se après, mentir. on a notre propre responsabilité de l'alimenter ou pas, en fait. Et que si Mmh. chacun, on raisonne avec la peur du manque, de se dire, Ouais. ben, demain, je risque de manquer d'argent, donc je le garde, ben, on auto-alimente.
et on alimente de façon générale et sociétale ce climat anxiogène. Alors que quand on Oui, réfléchit en se disant, bah, effectivement, d'investir là, ça va m'aider à affiner mon offre, à mieux communiquer, à faire ci, à faire ça. ouais, Investir dans tel outil, ça va m'aider à être plus pertinente ou voilà, peu importe. Ben, on alimente aussi le fait de faire circuler l'argent parce que on a oublié aujourd'hui que l'utilité première de l'argent, c'était juste de faciliter les échanges. oui, C'est tout. mm, oui, Derrière, nous, chaque homme, chaque femme, on y a projeté plein de choses. Et on lui a donné une finalité qui n'avait pas lieu d'être au départ. Au départ, c'était juste un moyen d'échange pour faciliter parce que le troc devenait compliqué. oui. Il y a eu beaucoup de construction après mentale autour de ces choses-là, de jugement, etc. Mais effectivement, faut peut-être le remettre parfois à sa place. C'est juste un moyen d'échanger, de valoriser quelque chose. Mais c'est vrai, comme les gens le disent, l'argent est ce qu'on en fait. Voilà. Exactement. Tout- C'est des choses à déconstruire, reconstruire. Mais ça reste un moyen. Voilà. Ça, je pense que ça le remet un peu à sa place aussi de bon, on enlève un peu l'émotionnel derrière. Et avant de partir sur justement un peu cette déconstruction des 10 cas par mois, elle a un peu creusé ce sujet qui est universel, même si je Oui, vois qu'il y a un peu plus de nuances maintenant, on a apporté un peu de nuance à ça. Ça se voit beaucoup quand même. Ouais, c'est très ancré. Moi, je voulais juste faire un petit aparté sur le human design oui. pour les gens qui connaîtraient peut-être pas. Moi, j'ai fait un truc de human design, mais avec l'IA, donc je pense que ça ne vaut pas une interprétation humaine ou des connaissances humaines, mais pour se familiariser un petit peu, ça consiste en quoi? En quoi ça nous aide? Voilà, si tu Alors, peux nous en éclairer un petit fait, peu. le human design, c'est une technique qui Oui, s'inspire de différents éléments comme la Kabbale, le Qi chinois, une partie de neurosciences, qui va chercher dans énormément d'éléments. Et en oui, fait, on part de tes éléments de naissance, donc date, heure et lieu de naissance. Ça construit, alors il y a des outils pour ça, parce que le faire à la main, c'est très oui, compliqué. Donc, on prend des outils qui construisent ce qu'on appelle un body graph. Donc, c'est une carte ok. qui va donner tes centres. On a 9 centres qui correspondent, qui sont reliés au chakra. Il y en a 2 Ouais, supplémentaires, plus tout un tas de portes, d'énergie, d'environnement, etc. Et en gros, c'est comment tu fonctionnes de façon innée, de façon instinctive. ok. Il y a par exemple, si je parle de moi, moi je suis dans le type des manifesteurs générateurs. Ça veut dire que Ah, mais comme moi, ah bah voilà. Donc c'est très drôle. pendant longtemps, par exemple, j'avais besoin d'avoir toujours 3 projets en même temps, avec de la difficulté souvent à finir au moins un ou 2 parce que je me lassais. Ouais, Dans mon niveau, dans ma carrière de salarié, voilà, tous les 3 ans, je m'ennuyais, mais de dingue mais sur mon pareil, mais moi poste. aussi. Enfin, voilà. Ouais, Et pendant très très longtemps, j'ai culpabilisé de ce fonctionnement-là. Jusqu'au moment où j'ai découvert le human design et en fait, les manifesteurs générateurs, ben, on est comme ça. Et effectivement, de le comprendre, je me suis dit, OK, c'est une force. Donc, oui, pour avancer sur un projet, j'ai besoin d'en avoir d'autres autour qui viennent le nourrir. Si je suis monotâche, monoprojet, je m'ennuie très très vite et c'est pas, ça me nourrit pas. Donc, c'est normal d'avoir un esprit comme ça qui part un oui, peu dans tous les sens. ouais. C'est normal aussi de se dire, bah, ce projet-là ne me plaît plus, ne me nourrit plus. Plutôt que de gaspiller mon énergie à vouloir l'amener jusqu'au bout, j'accepte que ça me correspond plus, je le laisse de côté. Et je le laisse de côté, ça veut pas dire que je l'abandonne. Peut-être que j'y reviendrai 6 mois ou un an après quand ça me reparlera, peut-être jamais. Et Hmm. ça, par exemple, c'est des prises de conscience qui, pour moi, m'ont fait gagner en énergie quotidienne pour me concentrer sur ce qui me portait vraiment. Et Oui, oui, moi ça m'a beaucoup fait déculpabiliser, tu vois. Donc, exactement.
comme tu disais. Mais ce que j'adore, c'est après aller en faire le parallèle avec mon business, avec le business de mes clientes. Et par exemple, avec mon profil, je ne peux pas avoir un business mono-offre avec une offre qui dure 1 an, avec une typologie de clients qui est vraiment exactement identique, parce que je m'ennuie. Hmm. Ouais. Donc, des profils comme Bah, les ouais. miens, on a besoin d'avoir plusieurs types d'offres pour pouvoir Oui. jongler avec et nourrir, et que les unes viennent nourrir les autres, en fait. Je suis plutôt mono-offre parce que, genre, me disperser, ça m'épuise, mais c'est très marrant parce que peut-être que. Enfin, je suis mono-offre et ça m'empêche pas de travailler, tu vois, pour d'autres trucs à côté qui ne viennent pas du même apport, etc. Et donc, je me dis tout le temps, ah, je bosse sur plein de trucs différents avec des typologies différentes. Mais en fait, c'est ce que j'aime, c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a des gens qui seront très centralisés sur un truc et c'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est pas une faiblesse, c'est pas un coup de moins bien. Pas du tout. Attends, je vais te dire ce que je suis. Moi, je suis. Ah non, moi, je suis Emotional Manifesting Ouais, Generator. c'est ça. C'est Donc peut-être c'est un. manifesteur générateur comme moi. Et en fait, Ouais, ton autorité, ce qu'on appelle, elle est émotionnelle. Donc, ton autorité, hmm, on va dire, c'est ta façon de prendre tes décisions. oui, ouais, Euh, d'accord. voilà. Moi, j'ai compris que j'étais sacrale, par exemple. Donc, c'est vraiment les tripes comme quand tu as des aliments qui sont devant toi, tu as envie de les Ouais, manger ou au contraire pas du tout. ok. Ben, moi, ça va me faire ça. Quand tu me Ok, poses une question, tu vois, j'ai super envie d'y aller ou pas du tout. c'est très spontané du coup. Moi, ça va être très spontané, alors que l'émotionnel a besoin de plus de temps pour Oui, savoir si c'est la bonne direction et la bonne décision à prendre. oui, c'est vrai. Moi, je prends. Alors avant, j'avais tendance à le faire. Je ne prends pas une décision sur l'instant. Je vais laisser maturer un petit peu pour laisser tout redescendre et du coup avoir Et- l'esprit clair. Exactement. Et c'est un très bon réflexe. Ouais, Quand bah, tu en plus, es, surtout quand t'es entrepreneur. quand tu es émotionnel. Voilà. Et en fait, c'est pareil d'aller comprendre aussi quel est son mode de décision pour se dire, Mm. ben, oui, moi, je suis sacrale. Donc, au contraire, mes décisions, il faut que je les prenne tout de suite. Et ça ne sert à rien pour moi d'aller me poser 36 000 questions pendant 3 jours. Je vais perdre de l'énergie. Alors que, D'accord. au contraire, quelqu'un qui est émotionnel, c'est important de ne pas prendre la décision sur l'instant et de s'accorder ce temps de réflexion et que ce sera plus Ouais. bénéfique. Et en fait, ça permet, Ouais, voilà, moi, d'ajuster énormément de choses dans son je trouve ça fonctionnement. génial. Je sais déjà, il y a des personnes qui sont inscrites à l'event et tout, à qui ça va parler, qui sont déjà intéressés dans ces choses-là et tout. Donc je pense que ça va leur plaire en plus que ce soit aussi corrélé avec la manière de piloter son business. Je trouve que ça enlève vraiment un poids aussi de se dire, ok, mais il n'y a pas une méthode one size fits all. Euh, c'est ce qui est le plus difficile d'ailleurs hein, dans le business et c'est le propre finalement du cumul des interviews que je vais avoir. Mais en fait, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une méthode pour réussir, il n'y a pas un objectif qui se ressemble. Faut réussir à sortir de ça et se retirer en fait toutes ces choses-là et se dire, ok, mais incroyable, oui, il n'y a pas de recette, c'est stressant. Mais en fait, incroyable, je peux construire un truc qui me ressemble. Enfin, moi, je trouve ça encore mieux que d'avoir toutes les réponses. Je sais que le cerveau n'aime pas ça. Alors, Je sais que le en cerveau n'aime pas vrai, ça. le cerveau, ce qu'il aime pas, c'est l'inconnu et c'est le vide. Oui, Donc, du coup, oui. si tu le remplis avec des éléments, ça le Mm, rassure. Et en fait, c'est ça le truc. mm. C'est de se dire, Ouais, ben, je vais tester, on part déjà de soi. Qu'est-ce qui m'anime? Comment j'ai envie de fonctionner? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, comme ça, tu remplis tes cases. Et toi, tu oui, commences à faire ton dessin. Et au moins, ouais, l'idée, c'est effectivement, c'est pas de partir dans le vide en se disant, bah, je me lève le matin et je vois ce que ça donne. Parce que ça, c'est hyper oui, anxiogène. T'as, pour le coup, aucun indicateur. Donc, tu sais pas si t'avances pas dans la bonne direction. Donc, c'est se construire un cadre. Et un jour, une de mes amies, pour moi, ça a été une vraie révélation, de me dire, mais un cadre, il peut être rond, il peut être mm, mm. ovale, il peut être carré, en fait. C'est vrai, Un cadre, c'est juste quelque chose de soutenant. C'est juste une fondation. Et après, le cadre, on le fait comme on en a envie. Mais il est nécessaire, en revanche, pour avancer. c'est vrai. Et non, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle avec les méthodes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassurés d'acheter des méthodes où on dit tu fais ça, ça va te donner tel résultat, donc le truc hyper marketé. Mais la vérité, c'est que en fait, la seule méthode qui marche, ce sera celle que les personnes t'aideront à construire pour toi.
Exactement. Euh, Il y a des outils, il y a plein d'outils, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans plein de choses. Le but, c'est de prendre ce qui te convient, ce qui correspond à ton contexte, et d'en faire quelque chose pour soi. Donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant finalement, un peu tous ces sujets qu'on a abordés. Et donc on va en venir aux 10 cas par mois, parce que c'est effectivement quelque chose qui est un peu surrépandu, comme le Graal de la réussite, surtout de t'es légitime en tant qu'entrepreneur, t'as réussi si tu fais ces trucs-là, machin, c'est le truc à atteindre ou plus. Parce que maintenant, ça va même encore plus loin. Bon, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est work smarter, not harder. Moi, je veux un truc qui me conforte, pas forcément les 10K, mais j'aimerais aller creuser ce qui se cache un peu derrière. Parce que, petite anecdote personnelle, récemment, je devais chiffrer un projet un peu consulting, accompagnement, et je me suis dit, oh là là, ça va chiffrer au moins 8000 ou plus. Et je me disais, trop bien, 8000 euros à rentrer, machin. Mais enfin, 8000 euros, c'est ton chiffre d'affaires. Donc après, tu retires l'URSSAF déjà, et tu dis, waouh, en fait, si je facture 8000, déjà, ce que je vais gagner après charge, en fait, ça ne correspond pas du tout à la valeur que j'amène, au temps passé, etc. Et donc, un petit peu la réalité de ce qui se cache derrière ces 10K de CA, qui est du chiffre d'affaires, donc c'est pas ce qui rentre dans ta poche. Est-ce que déjà, ce serait pas un peu une vanity metrics? Tu vois, Complètement. de prendre ce Mais truc-là complètement. tel quel. Les 10K, c'est vraiment quelque chose de futile. Euh, Ouais. et qui vient juste nourrir ton ego. Mais Mm. on est bien d'accord que le chiffre d'affaires, c'est pas du tout ce qui reste dans ta poche, déjà. Ah, c'est Parce ça. que tu peux faire, j'ai envie de dire, 10K assez facilement si tu prends une Mm. armée de sous-traitants. Oui, oui. Mm. Pourquoi Mais pas? après, qu'est-ce qui te Mais du reste? coup, voilà. Oui. Qu'est-ce qui te reste? Pas grand-chose. Mm. Et en fait, on se dit souvent, et on en revient à un élément dont on a parlé tout à l'heure, c'est que la sécurité financière, elle vient pas du chiffre. C'est impossible. Oui, Que tu aies oui. 10K, 100K, 500K, en fait, si tu te sens toi-même en insécurité, le montant importera peu. Et souvent, c'est un peu ce rêve de se dire, bah, quand j'aurai 10K, je me sentirai en sécurité. Mais non. Ouais. Donc, c'est Mm. plutôt d'abord d'aller construire sa propre sécurité intérieure et après d'aller chercher le chiffre d'affaires qui nous convient. Mais on en revient à de quels investissements tu as besoin pour travailler, quelle est ton organisation, combien de temps par mois, par semaine, par an, tu as envie de travailler, dans quelles conditions tu as Ouais. envie de travailler. Et c'est seulement à partir de là que tu peux construire le chiffre d'affaires un peu idéal ou Idéal. un peu sécurisant Ouais. pour avoir ton rythme de vie idéal. Mais Oui, c'est intéressant parce que du coup, partir du CA n'est jamais le bon point de départ ou non, jamais la bonne métrique. Enfin, non, c'est tout seul, ça veut rien dire. complètement. Et c'est Ah ouais. et c'est vraiment l'erreur la plus flagrante, c'est de confondre son chiffre d'affaires et ce qui reste dans sa poche, et du coup de viser des chiffres d'affaires. Et puis c'est ce qu'a dit il y a pas très longtemps Nina Ramen dans une de ses newsletters, Oui. où elle Ah disait oui, ouais, c'est possible. elle a augmenté son chiffre d'affaires, mais en Je l'ai lu. parallèle, elle a augmenté ses dépenses, et elle s'est retrouvée en fait à gérer des contrats, des choses qui lui plaisaient absolument pas. Donc oui, elle avait un méga chiffre d'affaires, mais finalement dans sa poche, il lui restait pas tant que ça, parce que il y avait toutes les charges qui avaient augmenté en même temps. Mais oui, ça implique un autre métier après, Ouais, en fait. oui, C'est pas juste délivrer ta compétence, ça implique des fois même de... Alors, il y en a qui veulent ça, sortir de l'opérationnel, etc. Euh, En fait, c'est le choix de chacun. C'est plus, du coup, parler de ces 10K un peu comme l'étoile, tu sais, à suivre. Mais souvent, en fait, on occulte ce que ça implique. Et comme tu dis, augmenter son chiffre d'affaires, parfois, ça implique de prendre des prestataires, donc de réduire ses marges, de changer de métier. Faut aussi démystifier et aller creuser ce qui se cache derrière des très gros chiffres d'affaires d'infopreneurs ou des choses comme ça. C'est plus le même niveau. Ça implique un niveau différent aussi. exactement. Ça implique un niveau complètement Ouais. différent, soit en termes d'investissement et donc de prestataires, etc. Oui, In fine, il reste pas forcément beaucoup plus dans sa poche, soit en termes de oui. temps de travail. Pareil, j'ai des Mm. clientes qui ont voulu être entrepreneuses,
pour avoir du temps libre, et notamment du Oui, temps pour s'occuper des enfants, et qui finalement se sont retrouvées après coup à se dire, ah, en fait, cette année, toutes les vacances scolaires, j'ai mis mes enfants au centre aéré, à la oui. garderie, à ci, à ça, et je les vois pas. Parce qu'en plus, je travaille le week-end parce que c'est ma boîte, donc il faut que nanana. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment de le voir comme des fondations, Oui. et de Mm, partir mm, de tout ce qu'on veut comme investissement, qu'on veut comme temps mm. de travail, comme équilibre, etc., pour construire son idéal de chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, c'est jamais un objectif en tant que tel. C'est pas, En fait, ouais, le plus intéressant, ça va être comment tu marges. Et quand je parle de marge, ça va être, comme tu dis, soit le temps, soit ta marge financière. Parce que si c'est pour faire 10 000 ou plus, mais à la fin, il te reste autant que quand tu avais moins de charges de travail et que tu faisais peut-être 5 000, 6 000, ben en fait, c'est trop bien. À quoi ça sert de faire 10 000 si c'est pour qu'en fait, enfin, ton plus soit rogné par un manque de marge, enfin, exactement, des trucs qui se croppent. exactement. Oui, Donc donc c'est là où c'est intéressant de choisir. Est-ce que c'est juste un cap que tu veux passer parce que tu vas aller plus loin et que, voilà, et auquel cas, oui. ok, tu l'acceptes. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de toujours se projeter pour anticiper et choisir ce que tu veux et pas subir. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Mais je pense que c'est normal un peu de passer par ces phases. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui culpabilisent de pas avoir tout de suite les bonnes réponses, de pas tout de suite avoir les bonnes pratiques. Peu importe le domaine, enfin, c'est normal. Je pense que c'est normal d'y aller à tâtons et de se réorienter un petit peu par-ci par-là. Oui, bah, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Oui, ça me paraît Euh, logique. et forcément, pour pouvoir Mm. décider ensuite de ce qui est bien ou pas, de ce qui nous correspond vraiment, à un Mais moment oui. donné, il faut quand même avoir testé et vécu les choses. C'est Oui, pas... c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Enfin, je Ouais, veux dire, la planète a évolué comme ça aussi, hein. C'est le principe de l'évolution. exactement. Donc, se déculpabiliser aussi de tout ça et pas tout de suite vouloir faire, comme tu dis, le pas de géant. Il y a des petites marches entre. C'est important de faire ces petits paliers. Et ouais, et du coup, d'aller faire quelque chose au cas par cas. Finalement, la réponse, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça. Il y a des réponses, mais il n'y a pas la Voilà. bonne réponse universelle, non. C'est ce que je me Chacun, tue à ouais. dire. Mais ça, je te rejoins C'est... complètement. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, mais c'est super intéressant parce que je trouve que là, dans tout ce qu'on s'est dit, il y a déjà énormément de choses finalement qui des nouvelles perspectives. Parce que c'est vrai que les réseaux, enfin, c'est le propre des réseaux, mais c'est devenu très binaire, c'est clivant volontairement, on peut pas développer des idées. Mais en fait, le business, on l'a complexifié. Ça reste complexe en termes d'opportunités, de choses qui existent dans cet écosystème. Et en même temps, c'est très simple. Surtout quand tu es indépendant, faut aussi partir de soi. Donc c'est bien de pouvoir entendre des personnes qui ont un peu ces méthodes-là. Et du coup, je me demandais, là, si tu devais donner trois quatre conseils qu'on pourrait appliquer dès maintenant pour commencer petit à petit à se réconcilier avec ses chiffres ou un peu mettre le nez dedans, quelles seraient les trois quatre premières choses à faire? Alors, le premier, qui est pour Ouais, moi le plus important, c'est poser sa ok, vision. C'est se ouais, projeter. Donc, c'est un gros mot, mais c'est un tableau de trésor. C'est pas si horrible que ça. d'accord. C'est construire, c'est construire son tableau. Alors, il existe plein de modèles sur Internet qu'on peut Oui, utiliser, bien sûr, mais encore une fois, on en revient à tout ce qu'on s'est dit depuis le début, qu'on prenne un modèle, qu'on parte d'une feuille blanche, et que ce soit un tableau Excel ou un papier crayon, c'est pareil, c'est de le mm, personnaliser. oui, Je reprends souvent l'exemple, ça veut dire que personnaliser dans ses couleurs, accepter que, ouais, voilà, moi je fais jamais, enfin moi la première, Excel est mon outil quotidien, je n'ai aucun ouais, tableau noir et blanc. Ah, tu me donnes un oui, fichier Excel noir et blanc, je l'ouvre pas, hein, c'est impossible. Euh, ouais, donc voilà, aller y mettre ses polices, ses couleurs, rien que ça déjà, c'est mm, mm, accessible pour tout le monde et ça permet de se dire au cerveau, ok, je suis chez moi, c'est plus sympa, je peux y arriver. Et ensuite d'y mettre les mm, mm. mots qui nous conviennent. Par exemple, je reprends souvent l'exemple de l'assurance. Peut-être que dans ton tableau, toi, c'est le mot assurance qui va te parler. Moi, ça va peut-être être le nom de mon assurance. Il y en a d'autres, Oui, c'est l'utilité de l'assurance. Est-ce que c'est la RC Pro ou la mutuelle ou je sais quoi.
on s'en Oui, fiche. Ce qu'il faut, c'est que on comprenne, en fait. oui, que la personne qui fait ce tableau, en fait, ça ait du sens, de la compréhension pour elle et que ça soit un petit peu fun quand elle a envie de mettre le nez dedans aussi en termes de couleur, quoi. Exactement. Donc, le Ok, premier conseil pour moi, c'est vraiment poser sa vision, chiffrer. Donc, ok. chiffre d'affaires, investissement, et essayer de le découper mois par mois et qu'on le fasse pour ceux qui ont vraiment de Mm, la mm. difficulté à le faire. On peut commencer par 3 mois. On se projette juste sur les 3 prochains mois. On n'a D'accord. pas besoin d'aller se projeter sur 5 ans, hein. Mm, mm. Depuis le Covid, Oui. d'ailleurs, Oui, on le fait plus, hein. oui, déjà une année, c'est beaucoup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, les projections, elles sont sur 12 mois. Ouais, On est bien. Mais d'accord. ceux qui ont de la difficulté, franchement, faire déjà une projection sur 3 mois et puis petit à petit, chaque mois, on rajoute un mois. Enfin, voilà, on n'est pas obligé. D'accord. On revient à la méthode des petits pas et des marches. On commence par ce qui est acceptable pour soi. D'accord. Oui. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, on en a parlé aussi, c'est se payer en premier. Ça veut dire que D'accord. dans son tableau, souvent, enfin, et comment dire, c'est la norme. En haut, on a toujours le chiffre d'affaires. Ensuite, on a les charges ou les investissements. La première ligne, moi, je tiens à ce que ce soit la rémunération. D'accord. Oui. Et encore une fois, que ce soit 10 euros, 50 euros, 2000 euros, enfin, le montant importe, hein, je vais pas cracher dessus, mais Oui. voilà, psychologiquement, de se dire, de se reconnaître, je Mm. suis la première valeur de mon entreprise. Bah Donc, oui. je suis le premier investisseur. Oui, se valoriser aussi dans le fonctionnement. En fait, on est la personne qui porte le business quand même. Oui, Enfin, faut un peu se récompenser. oui. Pas le tout de se charger. C'est très important. Et j'ai vu plein d'entrepreneurs, et y compris des entrepreneuses qui font déjà les 100K, euh, calculer à la fin du mois, j'ai encaissé tant, j'ai sorti tant, donc je peux me payer tant. Ça veut dire que on envoie à son cerveau que on est les miettes de son business. D'accord, ouais. C'est super dur. Bah oui, oui, je suis d'accord. Donc non, non, se payer en premier. Et puis le troisième point, pour ceux qui sont un Mm. peu avancés, mais ça peut se faire dès le départ parce que dès le départ, bah, souvent, on se laisse un peu embobiner, je vais dire, par les conseils D'accord. marketing. Et donc, on achète un super outil qui nous vend plein de trucs. On achète la formation miracle, machin. Donc, c'est aussi de nettoyer ses dépenses et D'accord. de se dire, c'est-à-dire de se dire, ben là, j'ai pris l'abonnement pour tel outil, mais finalement, à quoi il me sert? Oui, Est-ce je que vois ce que tu veux il est dire. vraiment utile dans mon business? Est-ce qu'il me fait gagner du temps? Est-ce qu'il me fait gagner de la visibilité? Encore une fois, peu importe. Mm, mm. Mais est-ce qu'il me fait gagner Oui, quelque chose? Est-ce que c'est un investissement? Auquel cas, je le garde. Est-ce que oui, c'est juste devenu l'outil que j'ouvre plus depuis 3 mois parce que finalement, il était trop compliqué? Et oui. ben, j'accepte de me désengager, en fait. Et ça permet de faire du tri et de libérer de l'espace. D'accord, ouais. Ça, je le fais dans ma vie perso déjà, tu vois. Mais dans le business, oui, c'est vrai que puis t'as tendance à accumuler des trucs que tu laisses sous le tapis et tu remets plus le nez dedans. Et en fait, c'est des petites dépenses comme ça qui font à la fin un peu la boule de neige. Ben, Donc, c'est exactement ça. Avec une cliente pour qui elle était venue me voir pour qu'on fasse son plan de trésor et que je l'aide à se projeter, en nettoyant comme ça les petites charges à coût d'abonnement de 10 euros par-ci par-là, elle a gagné plus de mm. 1000 euros. Ah oui, c'est déjà énorme. Mais ça va très vite. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Comme quoi. Oui. Bah ouais, parce que Mm. déjà, enfin, toi, 10 euros par mois, c'est 120 euros à l'année. Donc, multiplier, tu vois, un coup c'est 10, un coup c'est 15, un coup hop, ça peut aller assez vite. Donc voilà, pensez à faire le nettoyage et pour libérer de l'argent, pour en faire autre chose, et pour se libérer de la charge mentale aussi de voilà l'outil qui traîne sur la page internet, le truc Oui. qu'on se dit sur notre to-do list, on se dit bah bientôt je reprendrai la formation, Mm. Et on le fait jamais. mais on le fait jamais. À un moment donné, c'est d'oser et d'accepter de se dire si je le fais pas, c'est que ça me correspond pas. Donc Ok. Un grand merci merci à pour toi, ton Danae. temps. C'était super intéressant. Bah, avec plaisir. Pour tes précieux conseils. Vraiment, c'était très généreux en tout cas. Un grand Volontiers. À merci. bientôt. Puis bonne Toi aussi, journée. bonne À journée. bientôt. Ciao.